Bienvenue tout le monde à ce webinaire du Centre de recherche pour l'équité des genres plus en sport qui va porter sur notre modèle pour opérationnaliser l'intersectionnalité. Mon nom est Amélie Kayser-Véro et j'utilise le pronom elle et j'habite présentement un lieu, Québec, qui est à la croisée des territoires autochtones Innu, Wendat et Atikamekw. Le plan de la présentation d'aujourd'hui va suivre le modèle suivant, c'est-à-dire que je vais d'abord parler de l'engagement de l'Alliance envers l'intersectionnalité. Ensuite, je vais présenter un peu qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité de manière très brève. Le webinaire d'aujourd'hui ne se veut pas du tout un cours théorique sur l'intersectionnalité. Ensuite, je vais vous parler du groupe de travail qu'on a créé pour opérationnaliser l'intersectionnalité dans le secteur du sport. Et je vais vous parler du modèle qu'on a développé, de ses utilisations, et à la fin, il va y avoir une période de discussion. Donc, dès ses tout débuts, les alliances jugeaient important de s'engager envers les approches intersectionnelles. D'abord parce que si on veut atteindre l'équité des genres plus en sport, on ne peut pas le faire seulement en tenant compte du genre. Ce n'est pas la seule expérience identitaire qu'ont les gens. Donc, on a jugé important justement de prendre compte des multiples identités qui entrent en intersection et qui sont vécues de manière simultanée. Ensuite, une autre raison pour laquelle on a fait cet engagement-là, c'est qu'il y a très peu de recherches en sport qui adoptent une perspective intersectionnelle et qui s'intéressent aux identités multiples que peuvent vivre les personnes. Donc, pour nous, c'était d'autant plus important de faire cet engagement-là. Bon, l'intersectionnalité. Comme je vous dis, je vais être très brève sur la question de l'intersectionnalité au niveau de la manière dont je vais le présenter, comme ce n'est pas du tout le but ici de s'étendre là-dessus. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que c'est un concept, en fait, qui nous vient du féminisme noir états-unien, du milieu militant. Donc, bien que ce soit énormément utilisé maintenant dans le milieu universitaire par des chercheurs non racisés, par des chercheurs blanches, c'est important de souligner que c'est un concept qui nous vient vraiment du milieu militant noir aux États-Unis. Donc, en fait, le terme intersectionnalité a été créé par la chercheuse féministe et avocate noire Kimberly Crenshaw. Et elle a créé le terme en 1989, en fait, pour rendre compte, pour mettre un mot sur la manière dont les personnes vivaient plusieurs aspects de leur identité de manière simultanée. Et ce qui l'a amené à créer ce terme-là, finalement, c'est qu'elle s'est trouvée devant 3 cas légaux similaires. En fait, c'était des cas de femmes noires aux États-Unis qui étaient discriminées dans leur milieu d'emploi, mais qui n'étaient pas discriminées seulement parce qu'elles étaient noires, vu qu'il y avait des hommes noirs qui gravissaient les échelons dans les organisations, dans les entreprises, et elles n'étaient pas non plus discriminées seulement parce qu'elles étaient femmes, puisqu'il y avait aussi des femmes blanches qui gravissaient les échelons dans l'entreprise. Donc, Crenshaw a voulu mettre en lumière le fait que ces femmes-là étaient discriminées parce qu'elles étaient femmes, et parce qu'elles étaient noires. Donc, pour les deux raisons, simultanément. Mais en cours, ces 3 cas légaux-là ont été retenus soit comme la discrimination basée sur le sexe, soit pour la discrimination basée sur la couleur de la peau, et non pas pour les deux. Donc, ce que nous permet de faire l'intersectionnalité, ce que ça nous permet de comprendre finalement, c'est que l'individu est un tout, puis on ne peut pas le sectionner en parties pour quant à ses identités, que tout ça s'est vécu de manière simultanée. Donc, plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire s'engager envers les approches intersectionnelles? On va se le dire entre nous, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire dans les faits. À faire, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, face à cette complexité, les Alliances a décidé de créer un groupe de travail vraiment pour réfléchir sur la manière dont concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos pratiques pour s'engager envers l'intersectionnalité.
Et c'est de là qu'est né le groupe de travail dont je fais partie. Je suis là aujourd'hui, mais en fait, je suis là pour mes collègues aussi. On travaille tout ensemble de manière non hiérarchique. Donc, c'est qu'elles avaient d'autres engagements aujourd'hui. Mais ça aurait pu être l'une d'entre elles aussi qui aurait pu être là pour vous parler aujourd'hui. Donc, dans le groupe de travail, il y a Dr. Janelle Joseph, qui est professeure à l'Université de Toronto. C'est une grande chercheure en Critical Race Studies puis en sport. Ensuite, il y a moi-même qui est associée de recherche pour les Alliances pour la partie francophone du centre de recherche. Il y a ma collègue Debra Krieger, qui est associée de recherche aussi pour le centre, mais pour la partie anglophone. Donc, elle est basée à Toronto. Finalement, il y a professeur Daniel Pierce, qui est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le handicap et les cultures du mouvement. Et Daniel a aussi été sportif de haut niveau en basketball paralympique. Donc, ensemble, on a réfléchi, fait des groupes de discussion, de réflexion sur le concept d'intersectionnalité, voir comment on pouvait l'appliquer au monde sportif pour en fait aider autant les chercheurs que les praticiens à travailler vers un environnement sportif plus inclusif pour tout le monde. Donc, on est arrivé à ce modèle-ci que vous voyez à l'écran et vous pouvez aller sur notre site Internet et vous allez retrouver le document détaillé qui explique le modèle. Et en fait, on a fait le document dans le cadre d'un appel à projet de recherche où on demandait aux gens vraiment d'intégrer l'intersectionnalité à leur projet. Donc, vous pouvez retrouver le document sur notre site Internet. Donc, je vais vous parler un peu de notre modèle avec beaucoup d'enthousiasme, je dois dire. En fait, pourquoi une roue? Comme vous voyez, hein, ça ressemble un peu à une roue de vélo, notre modèle. Bon, mais pourquoi une roue? Parce qu'une roue, finalement, ça représente le mouvement. Il y a des points de traction, il y a des moments, des momentum aussi. Et ça permet d'illustrer la croissance non linéaire. Notre modèle se veut vraiment non linéaire. Et aussi, ça montre les liens là, avec les systèmes de pouvoir. Et c'est non linéaire, mais aussi multidirectionnel, hein, parce qu'une roue, ça peut tourner dans un sens, mais ça peut tourner dans l'autre aussi. Donc, je vais vous parler un peu des caractéristiques maintenant du modèle. Vous voyez, il y a plusieurs éléments. Alors, la première chose à regarder, c'est vraiment au centre ici. C'est écrit petit, mais la question, c'est qui est au centre des préoccupations. Et c'est vraiment ça le centre du modèle et je vais vous en dire un peu plus là-dessus. Donc, quand on pose la question qui est au centre des préoccupations, en fait, c'est une idée qui nous vient des recherches autochtones, des recherches noires, des recherches queer, aussi des études critiques sur le handicap, qui nous dit que si on place au centre des préoccupations les personnes, les populations les plus marginalisées et qu'on arrive à rendre les choses accessibles, inclusives pour ces personnes-là, eh bien, tout d'un coup, on rend tout accessible et inclusif pour tout le monde. Donc, c'est le premier point de l'idée quand on dit qui est au centre des préoccupations. Les personnes qui devraient être au centre des préoccupations, finalement, seraient les personnes les plus marginalisées. Et en les incluant, justement, tout deviendrait accessible pour tout le monde. Ensuite, un autre point important, c'est que quand on regarde beaucoup la littérature sur les populations marginalisées, sur les groupes marginalisés, on voit beaucoup que finalement, il y a beaucoup d'accent qui est mis sur comment finalement les changer pour qu'ils s'adaptent au système et tout ça, alors que l'idée n'est pas du tout là. Dans notre cas, notre idée, c'est qu'il faut les écouter. Ces populations-là, ces personnes-là, ces groupes-là marginalisés, ça fait longtemps qu'ils nous parlent et on est dans un moment où c'est franchement le temps de les écouter et en les écoutant, on va apprendre beaucoup aussi. Ensuite, l'idée, c'est que quand on place ces populations-là, ces gens-là au centre des préoccupations, ce que ça permet aussi, c'est de dire aux gens du monde sportif, que ce soit les praticiens ou les chercheurs finalement, qu'ils ont un rôle à jouer pour démanteler, si on veut, casser, fissurer les systèmes de pression et rendre l'univers sportif là, beaucoup plus inclusif.
autre chose dans cette idée de placer, de se poser la question qui est au centre des préoccupations, c'est l'idée que c'est important de nommer ces groupes-là. Parce que souvent, dans le sport, quand on se dit, bon, bien, qui est absent, qui n'est pas là, on va penser rapidement, bon, ben, filles et femmes. Les filles et les femmes sont surreprésentées. C'est vrai, oui. Mais quand on pose cette question-là, souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que les filles et les femmes auxquelles on pense vont être des filles et femmes blanches, généralement sans handicap, de classe moyenne. Donc, vraiment, en nommant qui est au centre des préoccupations, on va arrêter de se centrer finalement sur les dominants, si je peux les appeler comme ça, et voir que bien, il y a des filles, il y a des femmes, il y a d'autres identités de genre, il y a des gens avec des identités multiples qui les placent en position là, beaucoup plus marginalisée et que c'est important là, d'en tenir compte et de les placer au centre des préoccupations. Donc, maintenant, comme vous pouvez le voir, après s'être posé la question là, qui est au centre des préoccupations, quand vous regardez notre modèle, vous voyez qu'il y a des rayons, hein, un peu comme une roue de vélo, là, comme je le disais. Il y a des rayons qui sont là, puis ces rayons-là, en fait, c'est vraiment l'idée que ça supporte le modèle. C'est vraiment des tiges qui supportent. Et finalement, c'est des caractéristiques qui sont importantes pour opérationnaliser l'intersectionnalité, pour intégrer les principes de l'intersectionnalité, la réflexion qui vient avec dans nos pratiques. Donc, je vais passer à travers les caractéristiques là, pour vous les expliquer un peu. D'abord, il y a l'idée d'apprentissage continu, c'est-à-dire que personne n'est détenteur, détentrice de tout le savoir et que toujours on peut apprendre des groupes marginalisés de ce qu'ils ont à nous dire sur leur vécu. C'est eux, elles, les spécialistes de leur situation. Ensuite, qui dit apprentissage dit aussi de nourrir, de garder cette curiosité et d'être ouvert aux apprentissages, d'être curieux, d'aller chercher plus loin. Ensuite, de mettre en action. Une fois qu'on a appris, qu'on en sait plus, c'est de mettre en action ce qu'on a appris. Ensuite, l'idée de reconnaissance, c'est de reconnaître les multiples identités, de les noter, de les nommer, de aussi reconnaître le travail que font les personnes marginalisées, leur implication dans les projets, de le souligner, de le mettre en valeur. Quand on parle de réflexion, on parle aussi d'auto-réflexion, c'est-à-dire d'avoir une posture autoréflexive quant à nos propres pratiques, à leur imbrication dans les rapports de pouvoir, à la portée de nos pratiques, de nos paroles, à leurs effets. Donc, vraiment, de réfléchir à ce qu'est-ce qu'on fait et d'essayer de démanteler quand on réalise en fait que nos actions, nos paroles sont ancrées dans des structures de pouvoir qui peuvent finalement nuire aux personnes les plus marginalisées. Ensuite, bien sûr, quand on apprend, quand on reconnaît qu'on ne sait pas tout, quand on reste curieux, et puis il peut y avoir de l'inconfort qui vient avec ça. C'est normal, c'est de le reconnaître, d'être dans une attitude bienveillante, de non-jugement avec soi-même. Quand on parle de connexion, c'est vraiment connexion avec les divers milieux, connexion entre nous. Et je vais revenir là, sur la question des connexions qui va aussi avec l'idée d'entretenir des bonnes relations aussi. Ensuite, avec l'inconfort aussi vient une certaine vulnérabilité. Et quand on reconnaît qu'on a encore beaucoup à apprendre, que peut-être qu'on a participé au système d'oppression d'une certaine façon, ça nous amène à être vulnérables, c'est inconfortable. Donc, c'est de reconnaître tout ça sans jugement. Ensuite, un gros mot, politique préfigurative, c'est un gros mot, mais c'est quelque chose de très, très simple dans les faits. L'idée des politiques préfiguratives, c'est d'aujourd'hui, dans nos actions, dans nos paroles, dans la manière dont on est, c'est d'agir comme si on était finalement dans le monde idéal qu'on souhaite, plus inclusif, plus juste, qu'il y a plus de justice sociale. Donc, l'idée, c'est d'agir aujourd'hui comme si on était déjà dans ce monde idéal-là, pour finalement, par nos actions, par nos paroles, par notre manière d'être, créer tranquillement ce monde-là.
Donc, comme je disais, avec l'inconfort, la vulnérabilité, c'est important de faire preuve de bienveillance, bienveillance envers soi, envers les autres. Comme je le disais, s'engager envers l'intersectionnalité, nous, de la manière dont on l'appréhende, dont on l'a imaginé, ce modèle-là, ça se passe de manière non hiérarchique. Ça peut aller dans un sens, dans un autre. Vous allez voir, il y a aussi 4 points de traction. On peut être à différents endroits, à différents moments. Et c'est de faire preuve de bienveillance dans ce cheminement-là, dans cette pratique-là, plutôt que d'hiérarchiser et de juger. Ensuite, bien sûr, il y a place pour l'innovation. Il y a beaucoup de place pour l'innovation. Donc, c'est vraiment de faire aller sa créativité, faire aller son imagination pour imaginer d'autres systèmes et pour proposer des nouvelles choses, des nouvelles pratiques qui seraient plus inclusives et puis plus justes. Ensuite, l'idée des nouvelles lectures, c'est qu'en fait, il y a de place à l'apprentissage et il y a toujours place pour en apprendre davantage sur les groupes marginalisés, sur leur histoire, sur leur culture, etc. Ensuite, quand j'ai parlé de connexion tantôt, j'ai aussi fait référence à l'idée de bonne relation. Donc, nous, en fait, on voit vraiment l'idée du maintien de bonnes relations vraiment basée selon les enseignements Anishinaabe. C'est-à-dire d'entretenir des bonnes relations entre les personnes, mais aussi avec le territoire, avec la nature. Donc, vraiment, si on veut, l'individu, l'être humain dans sa globalité, dans ses liens avec son environnement, avec l'environnement social et l'environnement plus large qui l'entoure. Et finalement, défier les certitudes. Hein. Donc, quand j'ai parlé de création, c'est aussi ça. Défier les certitudes, changer les systèmes, aller au-delà des certitudes et être ouvert aux apprentissages. Donc, ça, c'est les caractéristiques vraiment qui supportent notre modèle. Maintenant, je vais vous présenter les différents points de traction. Comme vous voyez à l'écran, dans chaque côté ici du modèle, il y a des points de traction et vous voyez qu'il y a des flèches ici hein, qui vont dans les deux sens. Bien, l'idée, c'est vraiment que c'est non linéaire, c'est multidirectionnel, ça peut aller d'un côté, de l'autre. On peut être à différents endroits, à différents moments. Donc, je vais vous présenter les points de traction. D'abord, l'idée d'apprentissage. Donc, l'idée ici, c'est d'investir du temps, de l'énergie, des ressources dans sa formation personnelle afin que finalement se manifestent nos apprentissages par des actions concrètes. Et puis là, je tiens à mentionner, à souligner bien comme il faut, parce que c'est très important, que la responsabilité de ces apprentissages-là ne doit pas reposer sur les groupes, sur les populations, sur les individus marginalisés, qu'au contraire, c'est à nous chacun de prendre la responsabilité de faire les apprentissages nécessaires pour ne pas, ou du moins le moins possible, participer au système d'oppression. Et si on a besoin de recourir aux groupes, aux populations, aux personnes marginalisées pour nos apprentissages, c'est important de donner une rétribution pour ça. Ce n'est pas du travail gratuit qu'ils ont à faire. Quand on parle d'apprentissage, il y a différentes manières d'apprendre. Ça peut être écouter les personnes marginalisées, que ce soit les universitaires, les activistes. Ça peut être aussi lire, réseauter en dehors de notre domaine. Quand on dit lire, je vais vous donner des exemples de pratiques concrètes. Ça peut être de dire, bon, bien, cette année, toutes les lectures que je vais faire, ça va être par des auteurs racisés. Par exemple, par des auteurs noirs. Il y a toute une littérature qui est peu connue, qui a été écrite par ces auteurs-là. Donc, ça fait découvrir d'autres ontologies, d'autres manières d'être au monde, si on veut utiliser le langage des ontologies. Et puis, bien justement, ça nous fait découvrir aussi d'autres savoirs. Ensuite, quand on est chercheur, si on est professeur, ça peut être de dire, bon, bien, dans mon plan de cours, pour cette session-ci, pour un cours, faut au moins qu'il y ait 50% des lectures proposées qui soient produites, qui soient faites, qui soient issues de recherches qui ont été faites par des chercheurs marginalisés. Donc, ça peut être des façons d'apprendre. Ensuite, quand c'est approprié, ça peut être de se joindre aussi à des communautés dans lesquelles sont présentes des personnes marginalisées.
Donc, ça, c'était le premier point de traction. Le deuxième point de traction, qui est responsabilité et transparence. L'idée ici, c'est vraiment de faire preuve de transparence quant à où on en est dans notre cheminement, quant à la justice sociale, à l'inclusion, puis de reconnaître le travail qui reste à faire. Donc, c'est vraiment d'être honnête, même quand parfois c'est difficile, quant aux décisions, aux exclusions, aux impacts des choix qu'on fait. Par exemple, si les programmes qu'on offre dans le cadre d'une organisation sportive, d'une fédération, ne sont pas accessibles, puis là je donne un exemple parmi plein d'autres que je pourrais donner, ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap, bien c'est d'avoir l'honnêteté de le dire, bon, mais mon programme n'est pas accessible. Ou mettons qu'on a des environnements qui ne sont pas si accueillants pour les minorités de genre ou les minorités sexuelles, bien, c'est de travailler là-dessus puis de reconnaître que ben, c'est pas accueillant pour le moment, mais on travaille pour que ça le soit. Et ça veut aussi dire de s'excuser quand on réalise que nos pratiques, nos paroles, nos manières d'être peuvent être blessantes pour les personnes des groupes marginalisés. Donc, c'est d'être en mesure de s'excuser de manière appropriée. Et aussi, personne n'est parfait, on est tous en cheminement là-dedans. Donc, c'est l'idée aussi que s'il y a des personnes, des groupes historiquement marginalisés qui viennent nous faire des critiques quant à ce qu'on fait, bien, il ne faut pas finalement monter sur ses grands chevaux puis s'en trouver insulté. Au contraire, c'est d'accueillir tout ça comme un cadeau précieux qu'on nous fait parce que ces critiques-là, ça prend du temps à les formuler, ça prend de l'énergie à les faire. Personne a beaucoup de plaisir, je crois, à aller faire des critiques. C'est quand même délicat. Donc, quand quelqu'un a la générosité de nous faire des critiques constructives, c'est vraiment d'accueillir ça comme un cadeau précieux, puis finalement, on peut voir ça comme un agenda de changement qui nous est offert et bien mettre en action des changements suite à ça. Ensuite, c'est important quand on fait de la recherche, quand on fait des programmes, de toujours retourner les données sur le terrain, les retourner dans les communautés avec lesquelles on a travaillé, les résultats de nos recherches, les partager. C'est vraiment la moindre des choses. Ensuite, troisième point de traction, réduction des méfaits. Ici, l'idée est vraiment de changer les systèmes actuels afin de réduire les méfaits. C'est de reconnaître que les systèmes actuels engendrent des méfaits, engendrent de l'exclusion, sont injustes. Et finalement, il faut prendre les actions nécessaires pour réduire les obstacles et diminuer les inégalités. Donc, je vais donner un exemple classique ici. Par exemple, dans une organisation sportive, on réalise que les pratiques en place excluent les femmes qui ont des enfants à cause des horaires, etc. Une manière de réduire les effets pour que ces femmes-là ne quittent pas, ce serait finalement d'instaurer des mesures de conciliation travail-famille qui ont du mordant. L'idée de réduction des méfaits, c'est vraiment de réduire les méfaits. Puis dans l'idée de réduire les méfaits, c'est que finalement, peut-être qu'au point où on en est, on ne peut pas tout changer, tout casser les structures, défaire les systèmes d'oppression. Alors, finalement, l'idée, c'est de les changer de l'intérieur. Et qu'en les changeant de l'intérieur, ça permet la survie, finalement, des personnes marginalisées dans les systèmes. Et en les changeant de l'intérieur, finalement, on va arriver à changer les systèmes. Mais avant qu'on arrive complètement à les changer, finalement, c'est de les rendre viables pour les personnes qui ne sont pas, disons, à la base accueillies dans ces systèmes-là. Ensuite, le dernier point de traction de notre modèle est la transformation. J'ai parlé un peu tantôt des politiques préfiguratives. Ça s'inscrit un peu dans cette idée-là, c'est-à-dire de générer des actions profondément créatives, transformatrices pour changer les systèmes, de mener des recherches qui vont avoir un impact, qui vont changer les personnes, leur manière de voir, les processus dont on fait la recherche, les processus par lesquels
lesquelles on fait la recherche aussi, la manière dont on bâtit les relations avec les autres. Donc ici, c'est vraiment l'idée là, de travailler en co-construction des savoirs. Par exemple, je donnais l'exemple des études de critique sur le handicap. Bien, en fait, ce serait d'établir les objectifs de la recherche, les questions de recherche avec les personnes concernées, parce que c'est ces personnes-là qui sont les spécialistes de leur propre réalité, qui la connaissent le mieux. Donc, d'établir avec elles les questions de recherche, les objectifs de recherche, la manière dont va se passer la recherche, et d'être vraiment dans une démarche collaborative et de co-construction des savoirs. Donc, de reconnaître l'expertise de ces personnes-là. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Donc, vous voyez, on a les 4 points de traction avec les codes de couleur qui renvoient à chaque point de traction. Donc, ici, quand on pense à apprendre sur les identités et expressions de genre, on serait dans l'apprentissage. Reconnaître et nommer les groupes, les identités qui ne sont pas inclus dans certains projets de recherche. Donc, comme je l'ai dit tantôt, dans la transparence, de nommer les lacunes. Le mentorat, on serait dans la réduction des méfaits. On sait qu'il y a des personnes, justement, des groupes marginalisés qui, peut-être, je vous donne l'exemple de la classe sociale, ne maîtrisent pas les codes nécessaires à la recherche universitaire parce qu'ils sont d'une classe sociale, mettons qu'ils sont peut-être la première génération de personnes à avoir accès à l'université. Donc, dans ce cas-là, le mentorat peut aider, peut pallier. On s'entend que ces personnes-là n'ont pas les mêmes atouts que quelqu'un, par exemple, qui est enfant de professeur d'université, qui a grandi là-dedans et qui maîtrise toutes les clés culturelles. Puis le mentorat, là, je donne cet exemple-là, mais ça peut être pour aussi plein d'autres choses. Le mentorat est une façon de réduire les méfaits. Ensuite, parler ouvertement des limitations systémiques, puis s'engager à les changer. C'est aussi, ça s'inscrit dans la responsabilité et la transparence. Construire et entretenir des relations avec les communautés, avec les gens, et j'ai mis pas seulement dans l'urgence. En fait, l'idée ici, c'est que souvent, les relations sont déployées, mobilisées dans l'urgence, c'est-à-dire qu'on a besoin de quelque chose avec vraiment une visée utilitariste. L'idée ici, c'est un peu comme quand je parlais là, tantôt des bonnes relations dans le sens Anishinaabe du terme, c'est vraiment de bâtir des relations de qualité qui ne sont pas seulement basées sur l'utilitarisme, qui sont basées sur d'autres valeurs, d'autres principes, peut-être plus nobles d'ailleurs. Ensuite, s'engager dans des nouvelles méthodologies, on est clairement dans la transformation, donc les approches collaboratives, co-construction des savoirs. Ensuite, apprendre sur l'histoire, par exemple, des Noirs, l'histoire autochtone, l'histoire des traités, des territoires qu'on occupe. On est dans les apprentissages, c'est important. On occupe des territoires dont il y a des populations sur des millénaires qui ont pris soin de la terre, qui ont pris soin de l'eau. Et puis, c'est pour ça qu'on a des territoires de cette qualité-là aujourd'hui. Et puis, il faut reconnaître ça. Ensuite, co-construction des savoirs, recherche-action par et pour, donc la transformation. Finalement, être explicite quant au paradigme de recherche dans lesquels on s'inscrit. On est dans la responsabilité, la transparence. Et puis, l'idée ici, c'est vraiment à l'université, dans la recherche, on est beaucoup dans des paradigmes dits scientifiques, dans certaines épistémologies, mais il y a plein d'autres épistémologies qui existent, les savoirs anthropologiques nous le disent. Et par exemple, il y a des chercheurs autochtones, puis d'autres aussi, qui vont mettre de l'avant finalement de s'inscrire dans d'autres paradigmes de recherche qui sont basés sur d'autres savoirs, sur d'autres épistémologies tout aussi valables, mais qui n'ont pas été mises de l'avant. Donc, c'est important de dire clairement là, dans quelle épistémologie on s'inscrit. Ensuite, bon, là, je viens de donner quelques exemples, mais dans notre document dont je vous parlais tout à l'heure, qui est disponible en français sur notre site Internet, vous avez là plusieurs autres exemples qui peuvent vous aider. Donc, je vous invite à aller consulter le document.
Ce modèle-là, il peut être utilisé de différentes façons. Il peut être utilisé dans la recherche. Bon, nous, on avait cet appel à proposition-là, c'est pour ça qu'on avait fait le document dont je viens de vous parler. Donc, il peut être utilisé dans le cadre d'un appel à proposition, mais il peut être aussi utilisé pour améliorer notre recherche tout simplement, pour l'élaboration de d'autres projets de recherche. Ensuite, ce modèle-là peut être aussi utilisé pour le développement, l'articulation d'options d'activités sportives. On peut aussi s'engager envers les approches intersectionnelles, tout simplement par décision personnelle, de cheminement personnel, pour finalement mettre de l'avant, participer à un monde plus inclusif où il y a plus de justice sociale. Et aussi, ce qui est important de dire, c'est que comme on est en apprentissage là-dedans, c'est un processus non linéaire, multidirectionnel. Euh, c'est important aussi de s'encourager, de se supporter là-dedans, plutôt que d'être dans une attitude de critique en disant que de critique non constructive, j'entends, en disant que bon, telle ou telle personne, tel ou tel programme est pas bien, tout simplement. Il faut s'encourager, se supporter et s'aider à améliorer pour travailler de manière plus inclusive. Donc, merci beaucoup pour votre écoute, pour votre attention, votre présence au webinaire. Bien sûr, si vous avez des questions, je vous invite à nous écrire à info@commercialealliance.ca et puis il va nous faire très plaisir d'échanger avec vous et puis de discuter, de répondre à vos questions. Et bien sûr, un enregistrement du webinaire va être disponible sous peu. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour votre présence aujourd'hui.